Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Émilie, de la grande visite cette semaine à l'émission. Oui, on a eu la chance de discuter avec Brooke Henderson un peu plus tôt cette année. Bien sûr, on revient sur son année 2020 qui a été exceptionnelle. On parle également de son influence sur l'engouement pour le golf féminin au Canada et finalement de sa deuxième participation aux Jeux olympiques prévue cet été. Que vous allez d'ailleurs avoir le plaisir de décrire. Certainement. À la leçon, Jean-Sébastien nous parle de la position de votre balle dans la fosse de sable. Côté équipement, on se retrouve en compagnie de Sylvain Raby de Morlagun Centre du Golf pour parler de l'ajustement. Et à la visite cette semaine, un classique des parcours de golf du Québec, nul autre que le parcours de Joliette. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite, en collaboration avec Morlagun Centre du Golf, pour un nouvel élan et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance de m'entretenir avec la Canadienne Brooke Henderson. Évidemment, plusieurs sujets sont au menu, mais on a entre autres parlé de sa saison 2020 et de son influence sur le golf féminin au Canada. Brooke, comment vas-tu? I'm doing very well, thank you. D'abord, merci de prendre le temps. On doit d'abord parler de 2020 parce que ça a été une année unique, exceptionnelle. Quelle a été ta plus grande leçon apprise sur le terrain, là, ou même à l'extérieur du terrain? I think both on and off was just patience, you know, and then when I finally got able to go back and play on the LPGA Tour, I was just so grateful, and it really put things into perspective, you know, that how much I love to play the game of golf and how fortunate I am that I get to play golf for a living, and it's just so much fun. So last year was a crazy year for everyone, and this year, hopefully, it looks like it's getting better, so hopefully it continues on that trend, and hopefully we can take the lessons learned from last year, you know, the patience, spending quality time with the ones that are really closest to you, and then looking forward to getting back to some sort of reality here soon. Et d'un point de vue performance, tu as participé à 10 tournois la saison passée, réalisé 6 top 10. Tu as aussi fait une série éliminatoire au ANA Inspiration. Quelle évaluation fais-tu de ta saison 2020 et à quel point ça a été un défi pour toi de ne pas savoir à combien de tournois tu participerais? Yeah, you know, I'm used to playing almost 30 events a year, so to only play 10 last year was crazy. And as I mentioned, just to play those 10, I was just really happy and grateful for that. But I felt like I played really well. I put myself in contention a lot. 6 top 10s out of 10 events, and I was really happy with that, especially, you know, getting in the playoff at our major championship at ANA. That was really fun, really cool. I took a lot of positives from that week, and hopefully I can take that great experience last year into this year's tournament, which is just a couple weeks away. La saison 2021 est déjà entamée. Est-ce que cette année, tu as déjà un calendrier qui est un peu plus fixé ou il y a encore de l'incertitude? Yeah, definitely a little bit of uncertainty still. Still trying to take it, you know, 1 week at a time. Looks a lot more promising, which is great, especially the events here in North America. The ones overseas, still a little bit in question, but hopefully everything clears up here and we're able to compete over there safely and stay healthy. Mike Whan a été nommé directeur général de la USGA. Il a fait un travail formidable dans les années passées avec la LPGA. À quel point son passage a été bénéfique pour le circuit? Yeah, Mike did an incredible job for the LPGA. He took us and gave us way more tournaments, more money, better golf courses, better television coverage. We really owe a lot to him, what he's done over, I think, the last 10 or 11 years. So it's sad to see him go, for sure, but hopefully somebody can come in and try to fill his shoes. Avec la pandémie, le golf a gagné en popularité. De plus en plus de gens s'initient, même que de plus en plus de femmes y jouent. À quoi est-ce que tu attribues cet engouement-là pour le golf féminin en étant toi-même un modèle, une figure marquante? Yeah, definitely the one positive from the pandemic is how much golf was played last year recreationally, and it was really cool to see people that have never even played golf pick it up last year because it was something that was relatively safe to do. And then they fell in love with it. So it's really exciting, and as you mentioned, especially for the women and the children that started to play the game of golf, I think it's great, and hopefully I can continue to inspire and encourage people to pick up the game.
En parlant d'influence, quelle golfeuse t'a le plus inspiré quand tu étais jeune? I would say Morgan Pressel out on the LPGA Tour. She was a huge role model for me. I got to meet her when I was maybe like 10 or 11 years old, and that was a huge highlight. I still have the picture, and I showed it to her a couple of years ago, and she just thought it was cool. And then, you know, I got to play with her in the first cut I ever made on the LPGA Tour. I played with her in the Saturday round. So she's just been somebody that I've always looked up to, and it's pretty cool now that she's a friend of mine out on the tour, and that's really special to me. On parle abondamment du rapport sur la distance qui a été dévoilé par la USGA et le R&A. Ça fait énormément jaser sur le circuit de la PGA. Qu'est-ce qu'en disent les golfeurs sur le circuit de la LPGA maintenant? Yeah, you know, one thing it does affect me is the 48-inch driver. I'm possibly reducing that, so that's disappointing because I've always played with a longer driver. It's sort of a tough decision. I guess what they're trying to do, I think maybe their time would be better spent on focusing on other things. But at the same time, I understand and I respect their decisions. Belle nouvelle, tu as renouvelé ton entente avec Ping, une relation qui dure depuis plusieurs années. Justement, qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette relation-là? Yeah, you know, Ping has been a huge part of my career. I love being able to support them, and they've just always been so great to me. You know, I got my first set of Pings hand-me-downs from my older sister, the old i3s, a very long time ago, and just fell in love with them then. And they were right there when I decided to turn pro, and they were supporting me. And there's just so many great people involved. Dave Wilson in Canada, Scott Wolpa, who I see every week on the range. He's the tour rep, and he's always trying to help me out and get me new equipment and the best equipment to help me succeed. And then, of course, the Solheim family, just great people. And I feel like we've really made a strong bond over these last few years, so I'm excited to keep that going. En terminant, on attend toujours l'annonce officielle, mais si tout se passe bien, tu devrais participer à tes deuxièmes Jeux olympiques cet été à Tokyo. Comment te sens-tu? Yeah, you know, representing Canada in Rio in 2016 was, well, honestly, it was a dream come true. It was a very, very cool experience, you know, just being surrounded by the best athletes in the world, being in the Olympic Village, just having that experience was really cool. Obviously, I would have liked to win a medal for Canada, maybe the next time around, but, you know, overall it was great, and I'm looking forward to the next time that I can step up and represent Canada. Anderson a remporté récemment l'Omnium de Los Angeles, sa 10e victoire sur le circuit de la LPGA. Elle repousse sa propre marque de l'athlète canadienne, hommes et femmes confondus, la plus titrée au golf. À 23 ans seulement, elle s'amène dans le top 5 mondial avec des gains totalisant plus de 7,5 millions de dollars américains en carrière. Question piège cette semaine, Émilie. On parle du championnat de la PGA. Oui, parce que le 4e majeur de cette super saison sera disputé au club de golf Kiowa Island en Caroline du Sud. L'Américain Collin Morikawa défendra son titre et le trophée Wanamaker, un des plus imposants sur le circuit. Je vous rappelle l'année passée, je pense que tu t'en souviens, Michel, lorsque Morikawa avait soulevé son trophée, avait par accident fait tomber le couvercle. Ce qui nous amène à notre question quiz de la semaine. Combien pèse le trophée Wanamaker remis au gagnant du championnat de la PGA? A. 22 livres. B. 27 livres. Ou C. 32 livres. La réponse, après la pause. Avant la pause, nous vous avons demandé combien pèse le trophée Wanamaker remis au gagnant du championnat de la PGA. Eh bien, la réponse est B. 27 livres. Michel, quelques livres et surtout beaucoup d'histoires derrière cet imposant trophée qui est remis au champion de la PGA. C'est quand même assez extraordinaire comme histoire. La version originale du trophée date de 1916. À une certaine époque, on jouait ça en compétition partout. Walter Hagen s'est d'ailleurs signalé. Il a gagné de 1924 à 1927. Or, quand il est arrivé en 1928 et qu'il a été défait en série quart de finale, on lui a demandé « Mais où est donc le trophée ?» Et il a candidement avoué qu'il l'avait oublié 2 ans plus tôt sur la banquette arrière d'un taxi. On a récupéré le trophée en 1930 et depuis, il est précieusement gardé ailleurs que sur une banquette arrière de taxi. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Passez à la vitesse supérieure avec Rad Speed. Aujourd'hui, on va parler de la position de balle selon
la position des pieds dans la fosse de sable, descendant, à plat et ascendant. On va commencer avec la position à plat. Évidemment, je suis en équilibre, je suis à 50-50. Je dois créer mon explosion. Avec de la stabilité, mon explosion va commencer au centre, étant donné que je suis à 50-50. Ce sera ma règle de repère. Alors évidemment, si je crée mon explosion à partir du centre de mes pieds, ma balle va être positionnée 2-3 pouces devant lorsque je suis à plat. Lorsque je suis en position ascendante, évidemment, la gravité me fait pencher vers l'arrière. Donc, je suis un peu plus 60-65, voire 70 % vers le pied arrière. Donc, mon explosion commencera, ma trace dans le sable va commencer beaucoup plus tôt. Donc, ma position de balle va être beaucoup plus centrée lorsque je suis en position ascendante. À l'inverse, lorsque je suis en position descendante, non seulement ça va être difficile d'aller chercher de la hauteur, mais évidemment, la gravité m'amène vers l'avant. Donc, mon explosion, par rapport à mes deux pieds, surtout si je me réfère à mon 50-50, étant donné que vers l'avant, je suis davantage 60 % en avant, mon explosion va être créée plus tard. Donc, ma balle, toujours devant, 2-3 pouces, sera beaucoup plus vis-à-vis le pied avant. Maintenant que l'on sait où placer la balle par rapport à nos pieds, selon la position et la pente que l'on a dans la fosse, il faut aller chercher de la stabilité. Évidemment, pour créer notre explosion au bon endroit, il faut que durant l'élan arrière et jusqu'à l'impact, qu'il y ait le moins de mouvement possible. Plus je vais effectuer un transfert de poids durant l'élan arrière, plus ça va être difficile de revenir au bon endroit. Le meilleur exercice, c'est de tracer une ligne dans une fosse de sable d'entraînement. Évidemment, je suis à plat, donc la ligne, elle, va se retrouver directement au centre de mes pieds. Et je vais créer mon explosion à partir de la ligne. Alors, je vais m'entraîner, je vais m'ajuster selon le cas. Si je touche trop tôt ou trop tard, alors j'avance le long de la ligne pour essayer de créer mon explosion à partir du centre. Évidemment, lorsque je suis en position ascendante, la ligne ne sera pas au centre. Elle sera un peu plus à l'arrière. Vous vous rappelez, c'est la balle, elle, qui est au centre lorsque je suis en position ascendante. Pratiquez l'exercice de la ligne dans le sable. Pourquoi? Pour la stabilité et la position de la balle, et vous allez gagner en confiance autour des verres. C'est le moment de la chronique du nouveau golfeur, la capsule où l'on parle d'étiquette et de règlement pour que vous ayez l'air d'un golfeur ou une golfeuse d'expérience, même si vous débutez au golf. Et pour les autres, une bonne révision, ça fait toujours du bien. On parle de temps de jeu. On parle d'étiquette cette semaine où on doit déposer notre sac de golf lorsqu'on est autour d'un verre. Évidemment, lorsqu'on est en voiturette, c'est facile. On laisse la voiturette sur le sentier. Il n'y a pas de problème. Et par la suite, on va compléter notre trou. Par contre, l'une des erreurs que l'on fait souvent, c'est que lorsqu'on marche, on va déposer notre sac directement à côté de notre balle. Malheureusement, on vient perdre du temps. Avant de déposer votre sac, avant d'aller effectuer votre coup roulé ou votre coup d'approche, localisez où est le prochain tertre. Évidemment, si c'est la première fois que vous jouez un parcours, posez la question, il n'y a rien de mal à ça. Sinon, vérifiez le sentier, vers où il se dirige. Il se dirige vers le prochain trou. Ça va vous permettre de sauver quelques secondes pour améliorer votre temps de jeu au final. Autre petit conseil, soyez patient à inscrire votre score sur votre carte de pointage. Laissez le champ libre pour le groupe derrière. Vous allez avoir suffisamment de temps au prochain tertre pour l'inscrire. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement, toujours en compagnie de Sylvain Raby, maître ajusteur chez Mulligan Centre du Golf. Toujours en forme? Toujours en forme. Excellent. On fait une pause dans nos spéciales fer. On y reviendra la semaine prochaine. Cette semaine, on parle d'ajustement, de fitting, comme on dit en anglais. Oui. Évidemment, Sylvain, c'est une portion très importante de ton travail. En quoi c'est important d'avoir un ensemble de fer ajusté ou un ensemble de bâtons ajustés à sa mesure? Bien, écoute, c'est important d'avoir au moins le bon produit dans ses mains. Quelqu'un qui va frapper, mettons, plus rapide devrait avoir la tige qui va suivre avec. Ça va te donner aussi une très bonne constance au niveau de ton jeu. Confiance aussi. Parfait. Maintenant, une séance d'ajustement, ça ressemble à quoi pour quelqu'un, un golfeur ou une golfeuse qui voudrait profiter de ce service-là? On commence par un rendez-vous. Alors, quand il arrive à son rendez-vous, je fais l'entrevue, handicap, comment il frappe, tendance à droite ou à gauche du verre.
la distance de son fer 7. Après ça, je vais d'après son fer 7 à lui. Un petit collant dans la face du bâton, ça me donne sa vitesse de club. Après ça, je m'ajuste avec ça. Avec son handicap, je vais trouver les meilleures têtes pour lui. Et là commence le vrai fitting, trouver la bonne tige pour le maximiser à 100 %. On va suivre avec le lie après. Grosseur des mains, grosseur de grippe, et ainsi de suite. Évidemment, c'est un tout, un ajustement. Oui. Si on parle des composantes, est-ce qu'il y a des composantes? Est-ce que la tige est plus importante? L'angle au repos, tu parles du lie. Oui. Est-ce que c'est plus important ou on parle vraiment toujours d'une combinaison? Bien, moi, je vois que la tige. La tige, c'est vraiment le moteur. Ouais. Fait qu'un coup, j'ai trouvé la tige, je vais vérifier après avec la tige au niveau du lie. Parce que ça va influencer l'impact, la tige. Ça peut changer beaucoup de choses. Après ça, on y va avec le lie à l'impact. OK. Et la grosseur des mains pour la grippe, très important aussi. Oui. Oui. Grosseur de la tête aussi pour s'assurer qu'on ait quelque chose qui est Oui. assez facile à frapper. Pour certains handicaps. Oui, exactement. Pour la tête de boîte de départ, par exemple, évidemment, c'est 460 cc pour la majorité des Oui. têtes, à quelques exceptions près. Est-ce que tu as des conseils en termes d'angle d'envol où vraiment, on parle souvent de centre de gravité le plus reculé, des poids, du positionnement de poids pour favoriser des trajectoires de balle? Est-ce que tu travailles avec... Oui, bien, je travaille beaucoup avec ça parce que maintenant, les bâtons, il y a moins en moins de spin. Alors, plus que le spin est bas, De faire plus repos, qu'il faut lancer la balle plus haut. Ça prend plus d'auteur. Fait que souvent, je vais ajuster à 11,5, 12 même, pour aider le client à avoir plus d'auteur, plus de puissance, moins de spin dans la balle. Avec les poids à l'arrière, ça l'aide. Quelqu'un qui est meilleur, on prend une tête plus petite, poids en avant, moins de spin. Fait que c'est vraiment, là, c'est tout un ensemble de tout qui va faire, qui va avoir 100 % sur son driver aussi. OK. Maintenant, du côté des fers, tu parlais de mettre un collant sur la face de bâton. La grosseur de la tête aussi, pour les fers, a une grande incidence sur l'indulgence, la capacité au bâton à travailler pour le golfeur. Là, oui, mais quelqu'un qui va jouer 90, 95, je ne mettrais pas un fer, admettons, pour un joueur qui joue, exemple, 75. On s'entend que le joueur de 75 va avoir plus un forgé pour travailler sa balle, tandis que le gars qui joue 90 va prendre les bâtons plus faciles. Très important. Sylvain, évidemment, on aime se faire ajuster pour le bois de départ. Il y a probablement une partie du sac où les golfeurs, golfeuses sont un peu plus négligés. Là. Oui, bien écoute, les wedges. Alors, le monde vient au magasin, je veux un driver qui frappe 300, je veux des fers qui frappent droit, mais ils négligent le putter et les wedges dans le sac. Quand on tombe là-dedans, souvent, je vois des wedge blades. Pour un gars qui joue 95, il devrait avoir des wedges plus faciles. Alors, des wedges avec une cavité à l'arrière vont l'aider. Il y a les lies, il y a les bounces, l'effet de rebondissement. Ouais. Il y a la tige sur les wedges aussi. Alors, tout cet aspect-là n'est pas vérifié vraiment. C'est là que c'est payant. Avec le jeu court. Bien, c'est là que j'embarque dans les conseils, puis quand je les fais essayer, le monde, wow, c'est totalement différent. Là. Dites-vous qu'il y a au moins 50 % de vos coups et plus que vous jouez avec vos cocheurs et votre fer droit. Oui. Merci Sylvain. Justement, à fer droit, on va y revenir pour ce qui est de toutes les technicalités au niveau de l'ajustement dans notre spécial fer droit plus tard au cours de la saison. Merci beaucoup Sylvain. Ça fait plaisir. La semaine prochaine, on s'attaque aux nouveautés du côté des bois d'allée. Cette semaine, on vous fait découvrir un bijou bien gardé de la région de la Nodière, le club de golf de Joliette, qui célèbre cette année son 70e anniversaire. Et pour vous le présenter, je rencontre la directrice générale, Caroline Mainville. Caroline, ici au club de golf de Joliette, c'est un golf qui est semi-privé, donc il y a les actionnaires, mais il y a aussi les joueurs saisonniers. Exact. En fait, on existe depuis 69 ans, depuis 70 ans en 2021. Il y a des actionnaires à la base qui sont là. C'est un club semi-privé qui appartient aux actionnaires. Donc, ils doivent détenir une action. Là, ce qu'on a fait depuis 2-3 ans pour permettre un petit peu l'ouverture à monsieur, madame, tout le monde d'essayer le club parce que c'est un superbe club, on a créé le joueur saisonnier où on permet à 50 personnes dans une saison de pouvoir essayer ici le parcours une année à la fois. Donc, ça a ouvert beaucoup la chance de dire « Wow, Joliette, j'ai enfin le droit de pouvoir le jouer », ce qui n'était pas nécessairement dans la ligne directrice. Et justement, parlant de golfeurs, je te propose qu'on ait rejoindre un golfeur que tu connais bien, ton professionnel ici, Yvan Benoît, qui, lui, va nous parler des particularités du terrain. Yvan, en étant professionnel ici au club de golf de Joliette, tu connais bien le terrain. Les particularités du parcours ici, quelles sont-elles? Bien, deux nefs complètement différents. Je dirais que la première partie du terrain, le neuf d'allée, les trous 4, 5, 6 et 7 sont des trous tout à fait remarquables. Si vous sortez de là avec un par, bien, vous pouvez envisager avoir une bonne ronde. Si on regarde le neuf de retour maintenant. Oui.
beaucoup plus facile, des terres élevées. On est d'ailleurs sur le trou numéro 11 qui nous l'indique, là. Puis encore là, je répète, ça dépend beaucoup des jalons où on y joue. Si on joue des jalons qui sont reculés, le terrain peut être extrêmement difficile. Par contre, il y a des jalons qui sont tout à fait avancés, les mauves qu'on a créés il y a 2 ans. Et ça, c'est pour, si tu veux, améliorer le jeu des juniors, des dames ou des personnes qui ont plus autant de distance ou de tonus musculaire pour se donner vraiment de la distance. Puis c'est beaucoup plus agréable parce que tu as toujours des chances. Et si on regarde le parcours à vol d'oiseau, qu'est-ce qui nous saute aux yeux? Bien, écoute, étrangement, c'est un terrain de ville qui est ceinturé d'une rivière. Donc, les voisins sont proches, mais on ne les voit pas, on ne les entend pas. C'est assez particulier pour un terrain de ville. La rivière l'Assomption fait le tour complètement du terrain. C'est la première, à mon avis, vue que tu as de haut. Les verres sont rapides, sont lents, sont larges. Quelles sont les particularités? Encore là, ça dépend beaucoup de la saison. Je vous dirais qu'en fin de saison, les verres sont beaucoup plus rapides, étant donné qu'on les arrose moins. Mais les verres sont très grands ici, sont immenses. Donc, la réception est facile et ils se lisent très bien, là. Chacun des golfeurs trouvera son compte ici. Tu vas parler des trous qui sont un peu plus la bête noire des golfeurs, mais les trous signature, les trous que les golfeurs aiment jouer, puis peut-être pour d'autres raisons. Bien, écoute, on est sur un. Le trou numéro 11 est une carte postale ici. Je dirais que le trou numéro 16 aussi en est un. Et le 18, qui est, moi, un de mes favoris parce qu'on revient et on voit le chalet. Plusieurs trous ont leur scène, plusieurs trous ont leurs arbres et plusieurs trous ont leur image qui sont tout à fait fabuleuses ici. Là. Et pour le golfeur ou la golfeuse qui n'est jamais venu ici au Club de golf de Joliette, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour les accrocher, pour leur dire « Hey, venez l'essayer ». Bien, vous aurez du plaisir, dépendamment, encore une fois, du jalon que vous jouez. L'important au golf, c'est de donner des chances et d'avoir du plaisir. Surtout maintenant, avec la recrudescence des gens qui en font de plus en plus leur sport. Et les jeunes. Et les jeunes. Bien, c'est pour ça que nous, on a fait des terres avancées, on a amélioré beaucoup certains endroits pour rendre le terrain beaucoup plus convivial et beaucoup plus amusant pour tous. Voilà. Yvan, merci beaucoup. Bonne saison. Merci à toi, Amélie. Merci. Ben, c'est déjà tout pour l'émission au 19e cette semaine. La semaine prochaine, un invité de marque, ancien joueur vedette des Canadiens, ancien capitaine, ancien entraîneur-chef, membre du temple de la renommée, golfeur émérite, nul autre que Guy Carbonneau. Chez les manufacturiers, on regarde du côté des bois de lait avec Titleist, Callaway et Cobra. On aura aussi la semaine prochaine avec Éric à la leçon des exercices pour améliorer la rotation des épaules. Et cette semaine, on avait un classique avec Joliette, mais la semaine prochaine, un autre classique. On se dirige du côté de Trois-Rivières et on visitera le Kiwi Tub. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend, bien entendu, les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan. Et par les professionnels de la PGA du Québec, les experts en golf.